juin. On était tous et toutes réunis le 15 juin aux portes de Grenoble, au barrage de Saint-Égrève. Auparavant, les Hauts-Alpins s'étaient tous réunis sur le barrage de Serre-Ponçon le 8 mai. Et de mémoire, dans le Massif central, à Bort-les-Orgues, il y a déjà eu une grosse manif gilet jaune sur le barrage de Bort-les-Orgues. Je crois que c'était le 10 avril. Je voudrais pas leur faire de... Enfin, c'était début... Ça doit être marqué là. Donc, ce qui est très important, c'est que ces manifestations, portées par les gilets jaunes et par cette colère sociale et ce besoin de droit de vivre plutôt que droit de survivre, elle est réussie à intégrer dès ses 32 premières revendications, renationaliser les barrages. Moi, j'ai une dette éternelle envers l'ensemble des gilets jaunes, parce que c'est vous qui faites bouger les lignes en ce moment. Les syndicats, ils avaient réussi à nous mettre à l'écart, et la lutte qu'on menait avec la CGT notamment, mais avec d'autres syndicats du secteur, avec d'autres entreprises qu'EDF touchait, comme General Electric Hydro, qui avait fabriqué 25% des turbines du monde et dont ils ont fermé l'usine il y a 18 mois, comme Météo France, qui est notre donnée d'entrée, notamment pour prévoir la neige qui fond dans vos grands réservoirs et pour prévoir les crues, et qui subit une casse sévère avec une baisse drastique des effectifs. Bref, vous sentez que c'est tout le secteur de l'hydroélectricité, Météo France en amont, GE Hydro, que nous on préfère appeler NERPIC depuis toujours, comme fournisseur, et puis EDF Hydro avec l'ensemble des barrages. Nous, on a fait un travail qui a consisté à aller voir une centaine d'experts et une vingtaine d'anciens cadres dirigeants d'EDF pour essayer de faire la démonstration implacable de l'absurdité que représentait cette mise en concurrence. L'hydroélectricité, c'est une industrie prototypale. Il n'y a pas deux vallées identiques, il n'y a pas deux turbines identiques, de barrages identiques, de conduites forcées identiques, rien n'est pareil. Et vous comprendrez assez facilement qu'un truc prototypal, vos soucis avec le barrage de Roselande n'ont pas grand-chose à voir avec les soucis des copains qui ont le barrage à Serre-Ponçon, n'a rien à voir avec le barrage de Saint-Égrève, etc. Et du coup, en allant avec notre bâton de pèlerin rencontrer tous ces gens-là, on a eu des milliers d'arguments. Sur ces milliers d'arguments, on va faire simple et on va vous en exposer 6 aujourd'hui. Le premier, c'est que la bande à Emmanuel Macron ne va pas cesser de vous répéter « c'est pas de notre faute, c'est l'Europe ». Première contre-vérité ou premier mensonge ou première fake news selon ce qui vous aimez. C'est pas l'Europe. L'Europe, le 22 octobre 2015 et le 7 mars 2019, tout récemment, a fait 2 mises en demeure à la France pour imposer à la France de mettre en concurrence ses barrages. Jusque-là, Macron a raison, mais qu'est-ce qu'elle dit, l'Europe ? Parce que vous devez appliquer vos propres lois, les lois françaises. Et depuis 30 ans, les juristes qu'on est allés voir nous ont expliqué comment les gouvernements de Chirac, Jospin, puis de Sarkozy avec Borloo, puis de Hollande avec Macron, puis de Macron avec Philippe, tous ont pris un soin, comme nous, des petites grenouilles dans la casserole, de mettre le feu sans qu'on s'en rende compte et de tout détricoter. Je ne vous donne que 2 exemples. Le premier exemple, c'est la privatisation partielle d'EDF en 2004, qui a été un scandale absolu, que la CGT a beaucoup combattu, qu'on a beaucoup combattu. Tant qu'EDF restait une entreprise publique à caractère industriel et commercial, ce qu'on appelle EPIC, l'État avait le droit de prolonger les concessions des barrages, concessions de 75 ans jusqu'à aujourd'hui, de gré à gré avec EDF. En transformant EDF en SA, maintenant on est obligé de faire, c'est une entreprise comme les autres, et on fait pareil, et on vous met en concurrence. L'autre exemple est plus flagrant. La loi O, en 92, disait, article premier, vous le voyez, ça sautait à la figure dans la première page. L'eau est un bien commun, stratégique, d'intérêt général. Et que dit la directive européenne sur les concessions ? Vous devez tout mettre en concurrence, sauf les biens communs, stratégiques, d'intérêt général. C'est bon, ils étaient sauvés, les barrages, parce que je vous rappelle que les barrages stockent les barrages d'EDF stockent 75% des réserves d'eau douce de surface du pays. Donc il y a un rôle majeur sur l'eau. Voilà, depuis 92, en France, les barrages étaient sauvés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2002, ils ont essayé de réformer la loi eau. Ils ont mis 4 ans pour y arriver tellement c'était absurde. Et leur première réforme sur ce seul point-là, ça a été de passer l'article 1er à l'article 185. En espérant que la CGT irait pas jusqu'à la page 192, que Sud Énergie non plus, et qu'il y a une députée qui suit ça à l'Assemblée qui s'appelle Marie-Noëlle Battistel non plus. Et puis ils se sont dit, ils vont y arriver à l'article 185. Donc ils ont refait une nouvelle réforme de la loi eau, et il n'y a plus.
Et comme ça, si vous regardez tous les domaines juridiques où la France avait, comme tous ses voisins européens, la possibilité de sauver ses barrages, on a tout détricoté en 30 ans. Et le point de départ, c'est la loi Sapin en 93, des socialistes post-83, donc voilà, ils s'appellent encore comme ça. Et cette loi-là, elle partait d'un bon sentiment, en tout cas ce bon sentiment la rendait facile à vivre. On va tout mettre en concurrence de façon super propre pour éviter les copinages entre les élus et les gros industriels. Mais cette loi Sapin, elle est en train de vous détricoter depuis 25 ans à peu près tous vos services publics. Voilà, sous prétexte d'un greenwashing, on va faire quelque chose anticorruption. Ils sont en train de vous péter tous vos services publics. Donc retenez ce premier point. C'est pas nous, c'est l'Europe. C'est faux. C'est la France toute seule qui décide de privatiser. Alors ils vont dire ça aussi, c'est pas une privatisation, c'est une mise en concurrence. Retenez que c'est pire, parce qu'une privatisation, ils pourront toujours vous dire sur BFM Télé que ça va faire de l'argent frais, parce qu'ils vendent. Là, ils donnent. C'est le principe des concessions, c'est comme les autoroutes. Donc ça va être, non seulement on perd la vache à lait, parce que l'eau n'a pas encore été brevetée par Monsanto, et quand il pleut, comme peut-être ce soir, c'est gratuit, et vos barrages ont été construits par vos grands-pères ou par vos arrière-grands-parents, donc c'est amorti, donc c'est une véritable vache à lait qui va être donnée en concession, plus pour 75 ans, mais pour 30 ou 40 ans, à des intérêts privés, potentiellement étrangers. Donc, cette mascarade ne doit pas durer. Je peux vous dire deux autres choses sur des fake news ou des mensonges. On est allé voir des économistes aussi, pas que des juristes. La deuxième chose qu'ils osent dire, c'est économiquement, la concurrence fait baisser les prix. Et économiquement, la concurrence et le privé relancent les investissements. Là, on est allé voir des économistes orthodoxes, des gens ultra-libéraux, qui savent vous expliquer et leur expliquer que dans ce domaine des barrages qui sont en réseau de l'amont à l'aval, ici, vous allez finir jusqu'au barrage de Beaucaire, tout à l'aval du Rhône. Ce qui a fait dire le 15 juin à Delphine Bateau, qui est venue nous soutenir. Elle dépose avec plein d'autres députés et parlementaires à l'Assemblée, je crois qu'elle l'a fait mardi, un amendement qui dit il n'y a qu'une concession France. Il n'y a pas une concession par barrage. Parce que Roseland se jette dans un autre, dans un autre, dans un autre, et au final, tous les barrages sont interconnectés, et ça dévale d'en haut vers en bas. Vous comprenez bien que si vous donnez celui-là, là, qui est tout en haut, à Total, et qu'il a le robinet pour faire chier le concurrent qui est en dessous, qui lui-même a un robinet pour faire chier le concurrent qui est en dessous, on peut croire qu'ils seront tous gentils, mais quelque part, le monde concurrentiel va leur imposer à faire des bêtises pour nuire à leurs concurrents. Donc, cette histoire-là de concession par vallée ne peut pas exister. Et le fait que tout soit interconnecté et que tout participe à l'équilibre du réseau et que tout un tas d'autres arguments fait dire aux économistes, même les plus orthodoxes, même les plus libéraux, mettre plusieurs opérateurs, ce qui est d'ailleurs déjà le cas aujourd'hui avec la CNR sur le Rhône et la CHEM dans le sud-ouest qui sont deux filiales d'Engie, une multinationale. Donc la situation actuelle n'est pas satisfaisante. On doit tout regrouper en un opérateur public intégré de tous les barrages. La mise en concurrence et la multiplication des acteurs, nous disent les économistes, va faire flamber les prix. C'est pas les 6% du mois de juin qui vous attendent, c'est x2 ou x3 sur les prix, même s'ils sont gentils. Et puis les Espagnols ont fait une étude il y a quelque temps pour vérifier qu'un opérateur privé avec une délégation de service public est gentil et bienveillant à l'égard de l'intérêt général. Vous connaissez, je pense, la conclusion de leur étude. C'est faux. Ils ne savent pas faire. Ils sont là pour enrichir leurs actionnaires et ils peuvent faire un peu de délégation de service public, mais avant tout, ils sont là pour faire des sous pour leurs actionnaires. On est allé voir une troisième catégorie de population qui s'appelle les écologistes. Alors, vous savez qu'on était, nous, avant-hier au ministère de l'écologie. Je comprends mieux les larmes de Nicolas Hulot quand il a démissionné en parlant du lobbying, parce qu'on a été reçu par deux gamins de 25 ans qui ont balayé d'un revers de la main les 150 expériences de 40 ans de gens qui ont pourtant les mêmes CV qu'eux. Des gens qui ont fait Polytechnique, Mines, Pont, je ne sais pas quelle grande école, pas forcément intéressante, l'ENA sûrement aussi. Et lui, ce gamin qu'on avait en face de nous, Xavier Ploquin, pour que vous vous en rappeliez, du haut de ses 25 ans, était persuadé d'avoir une analyse plus fine que 150 de ses pairs qui sont restés 40 ans dans le métier et qui ont mis en commun leurs solutions. Et nous, on a googlisé son curriculum vitae à ce jeune homme arrogant qui ne nous a pas vraiment écoutés. Eh ben, il a travaillé chez Total.
Et 6 sur le tract qu'on vous a distribué, Jean Ganzorn, le gilet jaune qui a organisé la manif de Serre-Ponçon du 8 mai, dont on a repris l'affiche, a mis un logo Total. C'est que vous pourrez vérifier dans la presse que le patron de Total, depuis 6 mois, arrose tous les journaux. Nous, on a plus de mal à mettre des articles dans le journal avec nos potes de la CGT, ou vous, gilets jaunes, hein, vous avez plus de mal à développer vos articles. Mais le PDG de Total, il en a fait 150 des articles pour dire « Je veux les barrages français ». Ben oui, le pétrole, c'est plus tout à fait sociétalement acceptable. Il est temps de se laver les mains. Et en plus, il y en a peut-être plus beaucoup du pétrole. Donc la deuxième vache à lait derrière le pétrole, c'est l'eau. Et Total veut vous piquer votre eau. Et qui, le ministère de l'écologie, nous a-t-il envoyé avant-hier pour discuter avec nous? Bon, si vous êtes malin sur le dark web, ce que je ne suis pas, vous allez forcément trouver que Total continue de payer ce faquin, coquin, ploquin. Voilà. Donc, les économistes nous disent, ça se coûtera plus cher, ça va exploser le montant de la facture et ça ne favorisera pas l'investissement. Sur ce deuxième point, je suis trop long, hein. Je vous dis simplement un truc. Si l'État investit dans un barrage, ça coûte plusieurs centaines de millions d'euros, voire plusieurs milliards à rembourser sur plusieurs décennies. Le temps long et les sommes gigantesques ne conviennent pas au monde du marché. Un État qui investit là-dedans, il emprunte à 1, 2 ou 3%. Une entreprise privée qui investit là-dedans et qui doit couvrir le risque, parce qu'un barrage, c'est un outil industriel très dangereux, sûrement les outils industriels français les plus potentiellement dangereux après les centrales nucléaires, et bien le simple fait qu'il s'assure son risque, il n'emprunte pas à 1, 2 ou 3%, mais à 7, 8, 9, 10%. Et si vous faites sur 30 ans, je sais qu'ici il y a des gens qui ont acheté des maisons à 10% et il y a des gens qui ont acheté des maisons à 1%. Ben, comparez le prix d'achat et ce que vous avez vraiment payé. Ce que vous avez vraiment payé à 10% ou à 9% par rapport à 3%, sur 30 ou 40 ans, ça multiplie les coûts des investissements par 3 ou 4. C'est pas ça rajoute 10%, quoi. Ça fait 300 ou 400% d'augmentation. Et le mensonge du cabinet des ministres et du gouvernement Macron, c'est de vous faire croire que oui, ça coûtera plus cher aux industriels, mais il n'y aura pas de lien avec votre facture. Ben, trouvez un marché marchand où quand le coût pour les producteurs augmente, les factures pour les consommateurs n'augmentent pas. Vous ne le trouverez pas. Du reste, le marché de l'électricité qui serait intéressant d'interroger complètement parce qu'ils sont en train de nous démanteler EDF, c'est Capital qui le dit, une revue d'extrême gauche, c'est bien connu. De 2006 à 2016, pour les ménages, alors que ça a été libéralisé en 2004, je vous rappelle, la facture des ménages, moyens, petits et gros, enfin gros consommateurs, a augmenté de 37%. Voilà pourquoi les économistes orthodoxes nous disent ça ne marche pas dans ce genre de commerce. Vous libéralisez, vous multipliez le nombre d'acteurs, ça explosera la facture des gilets jaunes et du reste des Français. Alors je reviens au ministère de l'écologie. Hier, ils ont changé de nom. Il s'appelle plus ministère de l'écologie et de l'énergie, comme sous Delphine Bateau. Il s'appelle ministère de la transition écologique et solidaire. Solidaire, c'est le nom de tous les Suds. Je prends ça pour une insulte, que eux aient choisi ce truc-là, parce qu'ils vous vendent que libéraliser les barrages, enfin les mettre en concurrence, en relançant l'investissement, ça va permettre de réussir la transition énergétique. Alors les écologistes qu'on est allés voir, ils nous ont dit, c'est tout le contraire. Il y a par exemple les barrages sont intéressants parce que c'est la seule façon de stocker l'électricité dans le monde. Ils stockent 99% d'électricité dans le monde. Donc n'écoutez pas trop Elon Musk, le patron de Tesla, qui vous dit « Moi, je vais fabriquer des batteries qui stockeront pareil que le barrage de Roseland. » Si vous vouliez une batterie capable de stocker ce que stocke Roseland, comprenez que votre batterie, déjà, elle aurait que des produits dégueulasses en elle, mais pour que vous ayez une idée de la taille, elle ferait la taille d'un terrain de foot au sol et elle ferait plusieurs dizaines d'étages de haut, sans dimensionner le refroidissement. Donc, c'est impossible. Et c'est bien parce que c'est impossible que 99% d'électricité dans le monde est stockée sous forme d'eau dans vos barrages. Et l'intéressant de certains barrages, qu'on appelle les STEP, les stations de pompage, c'est que le jour où il y aura trop de soleil ou trop de vent, bah, plutôt que de gâcher cette électricité, on s'en sert pour pomper l'eau dans le barrage du dessus. Et c'est déjà le cas avec, par exemple, une station de pompage à Grand Maison, pas très 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 loin d'ici, où vous avez l'équivalent de 2 tranches nucléaires.
parce que ça fait 1800 mégawatts, donc ça fait pile de tranches nucléaires, ou si jamais vous avez trop d'électricité, jusqu'à présent c'était le ruban du nucléaire qui permettait ça, on sait très bien que si on réussit la transition écologique vers les énergies renouvelables, ça sera trop de vent et trop de soleil le dimanche qui permettront ça, et ben vous pouvez aller stocker l'eau. Et ben il y a 2 stations de pompage qui attendent le feu vert de l'État, le feu vert des marchés, puisque c'est libéralisé, c'est une sur la Dordogne qui s'appelle Redena et une autre juste à côté qui s'appelle Montézic. Chacune fait une tranche nucléaire et chacune coûte 1 milliard d'euros. Et ben le marché électrique, tout aussi compétent qu'il est, nous dit Emmanuel Macron, depuis 15 ans, interdit la fabrication de ces trucs-là et empêche la réussite de la transition énergétique. Vous pouvez vérifier sur Google que je ne vous dis pas de fake news de mon côté. La France est très en retard sur le développement de l'éolien et du solaire. Si on était réunis pour ça aujourd'hui, je vous parlais du hold-up qu'ils ont fait avec la CSPE, que vous payez vous, pour fabriquer un parc éolien et solaire 6 fois trop cher, et en plus il vous appartient pas, mais mettons ça de côté. De toute façon, en France, on est super en retard sur l'éolien et le solaire. EDF fait rien là-dessus, je suis trop long, Jean-Pierre, je me dépêche. La réussite de la transition énergétique ne réussira que si vous avez tous les barrages dans un seul monopole intégré public. Donc la libéralisation de ces barrages ratera la transition écologique et ils en parleront à leurs enfants, vous en parlerez à vos enfants. Si on n'arrive pas à passer vers du 100% renouvelable, ça sera la faute à ce que vous essayez d'empêcher aujourd'hui. Retenez donc ces 3 arguments, c'est pas l'Europe, c'est la France. Économiquement, c'est une catastrophe et écologiquement, vous plantez la transition écologique vers les énergies renouvelables. Maintenant, pour vous donner la force d'aller voir Emmanuel Macron devant l'Élysée ou Édouard Philippe devant Matignon ou François de Rugy devant le ministère de l'écologie, ils ont 3 façons de sauver vos barrages ce soir. Il n'y a pas besoin d'attendre. Simplement, ces façons, c'est changer la loi française, parce que vous l'avez compris, la France, en ayant tout détricoté, aujourd'hui, c'est un phénomène obligatoire. Sans changement de la loi française, 150 de nos 420 gros barrages seront mis en concurrence avant 2023. Et François de Rugy a dit, je décide à Noël. Les trois choses, c'est je reviens à la directive européenne qui met l'exception pour tout bien public, pas public, bien commun, stratégique d'intérêt général. Et bien vos barrages, celui de Roseland en particulier, mais tous, en embarquent 3. Et je commence pas par le premier. Les barrages, ils ont été construits pour fabriquer de l'électricité, mais je commence par l'eau. Et là, je vais être très rapide. Je vous ai tout dit tout à l'heure avec le détricotage de la loi sur l'eau. Je vais quand même vous dire des choses parce que je suis hydrométéorologue et climatologue de mon métier, parce que je ne suis syndicaliste qu'à mi-temps. Et la catastrophe, la tragédie climatique en cours, elle va diviser, c'est le ministère de l'écologie qui le dit dans une étude de 2012 qui s'appelle Explore, diviser les débits l'été par 2. Divisé par 2, hein, enfin de 40 à 70% en moins, donc des fois plus que 2. Et à quoi sert l'eau l'été? À plein d'autres choses qu'à fabriquer de l'électricité. Elle sert d'abord à la continuité écologique avec les débits réservés pour mettre assez d'eau pour que les petits poissons et la flore survivent. EDF le fait pas toujours super bien, mais croyez-moi qu'un privé qui voudra faire du bénéfice le fera encore moins bien. Elle sert par exemple à refroidir des sites industriels, notamment les centrales nucléaires. Elle sert aux touristes qui veulent faire du pédalo sur le lac et qui ont besoin d'un lac plein. C'est ce qu'on appelle la contrainte côte touristique, c'est-à-dire que les lacs français doivent être pleins juillet-août, et c'est sûrement la plus grosse contrainte. Elle sert à d'autres touristes, mais dans l'autre sens. Ceux qui veulent faire du kayak en dessous, ils veulent des vagues, quoi. Donc il faut leur lâcher de l'eau. Puis avant tout, je pense que c'est le plus important dans la tragédie climatique à venir, elle sert à l'agriculture. Le barrage de Serre-Ponçon, c'est un cube d'1 kilomètre de côté rempli d'eau, 1 milliard de mètres cubes, et il a été construit pour donner l'équivalent de son volume aux agriculteurs à l'aval. Bon. Vous savez que d'ici 20 ou 30 ans, on va avoir 2 fois moins d'eau l'été. Vous savez aussi, enfin ça je vais vous l'apprendre, que d'ici 20 ou 30 ans, le sud-est de la France, en dessous d'une ligne Bordeaux-Strasbourg, qui possède 97% de vos barrages, va prendre le climat de l'Espagne. L'Espagne est habituée depuis des siècles à l'aridité. Nous, on va se la prendre dans la figure. Il faut que vous ayez un chiffre en tête. En France, on a 6 fois moins de réserves d'eau qu'en Espagne. Donc on est 6 fois moins armé que l'Espagne à cette pénurie d'eau. Et pourtant, renseignez-vous, en lisant Le Monde Diplo ou d'autres journaux, très bien, vous allez vous rendre compte que l'Espagne vit déjà une sévère guerre de l'eau. Et c'est à ce moment-là, puisque les concessions vont être écrites pour 30 ou 40 ans, que le gouvernement, et tous les gouvernements successifs depuis 30 ans, choisissent pour donner le robinet, puisqu'il y a 75% des réserves dans vos lacs, à des intérêts privés.
L'arbitrage ne sera pas citoyen, l'arbitrage ne sera pas national, l'arbitrage sera privé et potentiellement étranger. Moi j'aime les étrangers, mais s'il s'agit de donner le robinet d'eau, l'eau c'est la vie, hein, vous mourrez sans eau en 3 jours. Hein. S'il s'agit de donner des robinets d'eau par exemple à China Trois-Gorges, qui veut nos barrages, quelle garantie on a que la Chine reste un ami géopolitique de la France dans les 30 ans à venir? Aucune. Et le pouvoir que vous lui donnez en lui donnant votre eau, il va pouvoir au mieux monnayer au prix fort, au pire faire du chantage à l'eau, et en tout cas il donnera aux plus offrants, pas aux plus nécessitants. L'autre problème que cette eau, je suis trop long mais il me reste 2 autres trucs après à vous dire, l'autre problème que cette eau pose, c'est que le monde du privé, c'est le monde du contrat. Vous construisez une maison avec un maçon, bah, il est privé, hein, il ne s'agit pas de nationaliser les maçons, et ben il vous fait un devis, vous signez, ça devient un contrat, et puis évidemment si vous voulez une piscine en plus, 3 étages en plus, ou je sais pas quoi d'autre, et ben ça sera surfacturé. Le problème, en sachant que d'ici 30 ans, on va se choper le climat de l'Espagne, que d'ici 30 ans, on va avoir 2 fois moins d'eau dans nos rivières, c'est qu'on est incapable, aucun ici, ni la bande à Macron, ni même le petit jeune arrogant de 25 ans, Xavier Ploquin, personne n'est capable de prévoir quels usages il y aura dans 30 ans. Je vous donne que 2 exemples. Est-ce que les Français prendront... il y a Jean Jouzel, un grand climatologue français, prix Nobel, qui a participé au groupe international du climat, le fameux GIEC, qui vous annonce qu'en 2050, pile dans 30 ans, il fera 50 degrés sur la façade est de la France. Alors moi je vous pose 2 petites questions. Est-ce que les Français prendront 3 douches par jour pour survivre à 50 degrés? Ou est-ce que les préfets interdiront le remplissage des piscines privées? Personne ne sait répondre. Deuxième question, est-ce que la France va réussir ce virage vital et nécessaire de faire une agroécologie localisée, moins consommatrice d'eau, mais locale, donc qui aura besoin de l'eau de vos rivières? Ou est-ce qu'avec 50 degrés et avec des gens comme Macron au pouvoir, on va sous-traiter toute notre agriculture à un autre pays? Personne n'est capable de le dire. Donc, ne pas savoir écrire les clauses du contrat font que n'importe quel opérateur privé, tout ce que vous aurez oublié comme modification d'usage, vous le payerez au prix fort. Recordez ça à ce que vous disiez les économistes déjà sans ça. La facture va exploser. Et je finis avec 2 autres points. Le système électrique, parce que les barrages sont là pour faire de l'électricité. Alors vous allez me dire, l'électricité hydraulique, l'hydroélectricité, c'est que 10 à 15% de la production. Oui, mais le problème, c'est que les barrages démarrent en 20 secondes avec un bouton on et stockent l'électricité, comme je vous l'ai dit. Et ça fait des barrages un véritable poumon des systèmes électriques. Vous n'êtes pas souvent dans le noir en France. Les blackouts, les réseaux qui s'effondrent, c'est pas souvent du tout. Parce qu'on a ces barrages intégrés. Par exemple, la chaîne Durance-Verdon, elle a l'équivalent de 2 tranches nucléaires qui démarrent parce qu'ils ont fait bosser des hydrauliciens et parce que tous les barrages appartiennent eux-mêmes. Ils abaissent les plans d'eau et d'un coup, en 20 secondes, ils démarrent l'équivalent de 2 tranches nucléaires. Ça a sauvé toute l'Europe d'un blackout en 2006 et c'est très régulièrement que vos barrages évitent que la France soit dans le noir. Vous mettez un opérateur privé, ce qui est complètement dingue, c'est que l'Europe ait libéralisé le marché de l'électricité au début des années 2000, pile au moment où les États-Unis connaissaient le scandale Enron. Les plus vieux d'entre vous s'en rappellent. Enron a joué à ça en disant « Oula, mais c'est génial, les prix de marché, un jour où il va y avoir un pic de consommation, pic de froid l'hiver, ils sont à 30 € du mégawattheure au début de la journée et à la fin, ils sont à 3000. Ben moi, je vais essayer de vendre à 3000. Enfin, vous feriez pareil, moi aussi. Enfin, peut-être pas. Mais, ouais, je finis. Le problème, c'est que ils vont avoir, ces opérateurs privés, la clé de votre lumière. Et ils le monnayeront, puisqu'on a 5 minutes pour résoudre ces problèmes avant le blackout, ils le monnayeront au prix fort. Le dernier point, c'est la sécurité des populations à l'aval des barrages. Je pense que vous habitez presque tous à l'aval du barrage de Roseland. La France, depuis 75 ans, a confié la surveillance de ces barrages à un seul opérateur, EDF, qui est le plus gros opérateur de barrages au monde, en nombre de barrages par nombre d'années. On vous a dit tout à l'heure que l'hydroélectricité, c'est une industrie prototypale. Il n'y en a pas 2 pareils. Si vous voulez bien surveiller un barrage, vous avez intérêt à avoir une base de données la plus grosse possible pour trouver, quand un barrage vous pose un problème, un équivalent dans cette myriade de trucs différents. Morceler, même entre gens compétents, même entre gens bienveillants, même entre gens honnêtes, c'est diminuer la possibilité d'avoir un équivalent. Et du coup, vous allez vous trouver avec des barrages fragilisés. Le privé, pour faire baisser les prix, va baisser la maintenance. Et vous allez vous retrouver en danger. Je vous donne un dernier exemple et je passerai la parole à ma copine de la CGT, qui est plus haut placée que moi, parce que je crois qu'elle est fraîchement élue au conseil d'administration d'EDF, donc elle va nous aider à sauver les barrages. Si le barrage de Monténard au-dessus de Grenoble pète, vous avez 3/4 d'heure après une vague de 6 mètres dans Grenoble. Si le barrage de Vouglan sur l'Ain pète, vous avez 4 heures après
Grenoble, 500 000 habitants. 4 heures après, une vague de 6 mètres sur la place Bellecour à Lyon, 1 500 000 habitants. Ces objets sont dangereux, donc retenez simplement 3 choses qui peuvent sauver vos barrages. Votre eau, votre lumière et votre vie sont 3 biens communs, eau, lumière et vie, qui veulent vous piquer, et que seul un organisme public 100% intégré de tous les barrages de France vous éviteront de connaître. Donc merci beaucoup à vous, j'ai été trop long, je m'en excuse. Bravo. Bonjour, donc Karine Migliorini, effectivement je viens d'être élue au conseil d'administration en tant qu'administrateur salarié pour la CGT vendredi dernier. Donc effectivement je pense une grosse charge pour le syndicat, mais ce dossier de l'hydroélectricité, on est quand même présent depuis très très longtemps. Avec le juriste de la Fédération de Mines Énergie, dans lequel aussi je suis très active, on a trouvé la solution juridique qui nous permettait de sortir et qui était eurocompatible. Maintenant, je rejoins Philippe sur ce qu'il a dit. Je pense que c'est une volonté de l'État. Je reviens, jeudi, j'étais à la rencontre avec le président Lévy, puisque je travaille à EDF, j'étais avec le président Lévy sur le sujet du démantèlement d'EDF, et je reviens pas avec des bonnes nouvelles. Pourquoi? Tout simplement parce que on est en train de désintégrer EDF. Alors quand je dis désintégrer, c'est très vague, mais que ce soit clair, dans les médias on vous parle de nationalisation pour le nucléaire, et ce qu'on ne vous dit pas, c'est la privatisation du reste. Aujourd'hui, la partie hydroélectrique est mise de côté, ça veut dire qu'elle est isolée, ça veut dire que pour nous, on l'a compris comme une monnaie d'échange pour Bruxelles. C'est-à-dire que le dossier est loin d'être réglé et que s'il y a des deals avec Bruxelles, et on sait qu'il y en a énormément, l'hydraulique sera un deal. Et l'hydraulique ne sera pas traitée comme un outil citoyen. Donc ça, on y sera très vigilant. On va prévoir en intersyndical des actions assez rapidement contre cette privatisation d'EDF. Alors la privatisation, elle touche essentiellement les gens qui sont au plus près de vous, donc les distributeurs, Enedis, et la partie commerce. La partie commerce, on est en train de voir en fait la fin de son existence, parce que depuis 2004 et après, avec la loi NOM, on a fait en sorte que la fourniture d'électricité puisse être confiée à des concurrents. La concurrence est là, même Leclerc s'est mis au milieu de 3 kilos de carottes à vous vendre de l'électricité. La concurrence est là et la concurrence se porte pas très bien. Et pourtant, on lui a fait un beau cadeau à la concurrence. La concurrence, on lui a donné 100 TWh de production du nucléaire que vous avez payé au travers de votre facture d'électricité. Je vous rappelle que EDF était sur un modèle qui était fait par la Résistance, qui a été fait en 1946, et son premier président, Marcel Boiteux, a tout fait pour que cette entreprise soit intégrée et profite aux citoyens. Aujourd'hui, on nous emmène sur un modèle, tenez-vous bien, que Pinochet a inventé et qui est repris par le monde ultralibéral. Ce modèle, on est en train aussi de le vendre aux Africains qui n'arrivent pas à s'alimenter en électricité. Et donc ce modèle, on essaye de l'imposer, l'Europe essaye de nous l'imposer, mais je pense avec la complicité de l'État, à nous, alors qu'on avait construit quelque chose qui était très efficace. On a quand même l'électricité la moins chère d'Europe. Ça ne va pas durer parce que entre les taxes et entre le coût de production qui va plus être, enfin, entre le prix de marché qui ne va plus être lié au coût de production, ça va s'envoler. Alors, je suis un petit peu spécialiste du marché de l'électricité, je voulais vous en parler de ce marché. Ce marché, en fait, il a de gros défauts. Aujourd'hui, ce n'est pas EDF qui est le plus performant sur ce marché de l'électricité. Ce sont les banques. Pourquoi? Parce que les banques ont mis au point, on sait qu'en France, c'est extrêmement climato-sensible, la production d'électricité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les banques ont créé des logiciels qui sont bien plus performants que ce dont dispose EDF. Donc la spéculation, la meilleure, est faite par les banques aujourd'hui. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc tout ça, ce marché aussi, il a un défaut. C'est qu'il y a 2 ans, on était en dessous de 40 € le mégawattheure. Aujourd'hui, on est à 55. Demain, peut-être que ça retombera à 30. Et tout ça, ça empêche d'investir. Pourquoi? Parce que vos barrages, ils ont été amortis sur de nombreuses années. Quel acteur privé va essayer de prendre un risque pour construire un barrage si jamais le prix de l'électricité s'effondre? Aucun.
Donc ça veut dire qu'on ne développera pas l'hydroélectricité, on ne développera pas les stations de pompage. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête et vraiment se dire que c'est tout le système qui est à revoir. Donc, avec une imposition, je dirais, avec ce qui s'impose à nous dans le cadre de la transition écologique, de la transition énergétique, et moi je dirais de la transition sociale, parce qu'on n'ira pas faire une transition énergétique sans faire une transition sociale, c'est-à-dire que si vous avez que quelques foyers qui arrivent à se payer une électricité, certes peut-être écologique, la transition vous ne l'avez pas faite. Et avant tout, la transition elle doit être sociale. Et ça c'est ce qu'on essaye de mettre dans la tête des députés. Je rappelle que la motion qui avait été qui a été grandement préparée par la CGT et qui a été appuyée par aujourd'hui 140 députés, et on continue. Le problème, c'est qu'à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on est presque dans un diktat, parce qu'on a l'ensemble et la majorité des députés qui sont La République En Marche, et qui, même si quelques-uns ont fini par signer la motion, ils sont quand même sous l'obédience de l'État. Et donc, aujourd'hui, le jeu de la démocratie ne s'exerce plus. Je serai à partir de mardi prochain à l'Assemblée nationale pour aider le groupe GDR dans le travail sur la petite loi énergie, qui est une loi assez dimensionnante aussi également pour l'hydroélectricité, contre le démantèlement d'EDF si on veut bien se battre. Et on y sera au plus près, on y sera vigilant. Mais moi, ce que je vous invite, c'est soutenez aussi bientôt les salariés d'EDF. Une grande journée d'action est prévue le 19 septembre, unitaire. Je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à une journée d'action de rassemblement des luttes. Quand on voit nos copains dans la santé, la souffrance qu'ils peuvent aujourd'hui avoir, quand on voit nos copains sur l'éducation qui ont aussi d'énormes problèmes, il y a un moment donné, il va falloir réfléchir comment on se met en branle pour arriver à bloquer tout ça. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai pas peur de le dire, on ne nous écoute pas. Quand on ne nous écoute pas, on n'est pas loin de la dictature. Voilà.